À l'époque où maman est tombée malade, il y avait rien, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas d'accueil de jour, il n'y avait pas d'allocation personnalisée à l'autonomie, il n'y avait strictement rien. Donc on s'est retrouvés extrêmement isolés, extrêmement démunis. On est une famille nombreuse, pourtant on est une famille de 6 filles, dont je suis l'aînée, mais on s'est trouvés démunis face à la détresse de mon père. D'où l'intérêt de ce thème, de ce colloque d'aujourd'hui, voilà, de dire aux personnes de ne pas être seules, qu'il faut se réunir à plusieurs et que c'est à plusieurs qu'on arrive à faire sortir une décision, on va dire, quand elle ne peut pas être la meilleure, la moins mauvaise pour la personne concernée. Je raconte en effet que ma mère, je vous raconte l'histoire de manière courte, est arrivée du Maroc avec une petite peluche et elle me disait elle pensait que c'était un animal, qu'il fallait lui donner à boire, elle le caressait. Donc quand j'ai vu que ce fameux petit chien ou petit chat, elle ne savait même pas ce que c'était, était un animal en peluche, là j'ai compris non seulement qu'elle était malade, mais qu'il fallait que moi aussi j'apprenne à me comporter avec cette maladie. Ma mère m'appelait madame, du jour au lendemain elle m'a appelée madame, donc ça m'a extrêmement choquée et j'ai essayé de lui presque faire rentrer de force que j'étais sa fille. Je lui disais mais je suis ta fille, mais bon voilà, donc ça aussi c'était pas à faire non plus, mais ça c'est quelque chose que j'ai très mal accepté et le regard de ma mère était devenu perdu, c'était un espèce, elle a les yeux clairs, elle avait une espèce de regard vide, on savait pas ce qu'elle regardait, on savait pas ce qu'elle pensait, on savait pas dans quoi elle était noyée. Au fur et à mesure que bien sûr la maladie a progressé, ses yeux ils sont devenus de plus en plus souvent absents, éteints. Et puis il y avait des moments extraordinaires tout d'un coup. C'était les yeux d'écureuil de maman. Alors je pouvais y lire qu'elle était folle de rage contre moi. Je pouvais y lire j'ai peur. Je pouvais y lire j'ai mal physiquement. Je pouvais y lire la colère contre un soignant qui avait été maladroit. Je pouvais y lire plein de choses. Parce que ses yeux étaient un repère pour moi. Ce que je savais, c'est qu'elle avait une grande anxiété et qu'elle n'était jamais tranquille. Elle était toujours un peu sur le qui-vive. Elle ne reconnaissait pas mon père, donc elle craignait cet homme qu'elle ne reconnaissait plus, qui vivait dans la même maison qu'elle. Nous, elle ne nous reconnaissait pas comme étant ses filles, mais elle nous reconnaissait affectivement. Parce qu'elle nous attrapait, elle nous prenait quand on arrivait, ce qu'elle ne faisait pas avec mon père. Mon père en a beaucoup souffert aussi de ça, il s'est senti rejeté, il ne comprenait pas, il a mis beaucoup de temps à comprendre la maladie. Ma mère s'absentait d'elle-même, elle devenait une autre, nos relations changeaient. C'est comme si tout d'un coup les rôles s'inversaient et que c'était à moi de devenir la mère de ma mère. Je me souviens beaucoup de familles qui m'ont dit que c'était plus possible, que c'était plus humain selon leurs termes, qui m'ont dit que c'était plus leur père, que c'était plus leur mère, qu'ils ne le reconnaissaient pas. Là, mon rôle est d'essayer, dans la mesure du possible, de leur expliquer que la personne qui est là est toujours leur père, leur mère, qu'il faut le respecter en tant que tel, que cette personne reste digne de toute façon, et qu'il faut le regarder avec dignité pour qu'il la garde, cette dignité. Nous nous efforçons de définir un projet de vie, parce qu'il est important de rappeler que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie. Et à ce titre-là, elle doit être prise en compte comme telle. Et ce qui veut dire que nous avons à cœur, au-delà de l'aspect maladie, de ne jamais oublier l'aspect personne. Et donc la personne humaine. Et donc on s'efforce de développer un projet de vie qui va regrouper à la fois l'aspect soignant, mais aussi l'aspect relationnel, l'aspect humain, c'est essentiel dans la qualité de vie, puisque j'ai l'habitude de dire qu'une institution gériatrique, ça n'est pas une institution de fin de vie, mais c'est surtout et avant tout une structure de vie. Si on n'apprend pas à les écouter, on sera forcément pas bon. On n'a rien inventé, on les a écoutés. Le jardin, c'est de l'idée d'un ou deux résidents qui ont dit « et si on faisait un jardin ?» Et du coup, deux animatrices ont rebondi sur cette question et ont décidé de créer un jardin. Mais ils l'ont créé, ils sont allés chercher les plants, ils sont allés faire les courses, ils ont gratté, ils ont planté, ils ont ramassé.
Ils ont souvent le souci de partager, c'est-à-dire quand ils ont récolté tout ce qu'il y avait dans le jardin, ils ont voulu faire des goûters, ils ont voulu échanger avec leur famille, les inviter. Donc ça c'est important, c'est la vie, c'est le lien avec les familles, c'est le lien avec les bénévoles qui sont venus leur donner un petit coup de main dans le jardin. C'est le lien aussi avec le personnel qui peuvent inviter à leur repas. C'est la vie ordinaire. Un couple qui s'est formé, dans un premier temps, la chose a été acceptée par la famille en disant, et c'est là où le deuil semblait être fait par cet époux-là, qui dit mais moi j'ai parfaitement compris que mon épouse avait changé, qu'elle n'était plus ce qu'elle était, et je veux qu'elle soit heureuse, je veux qu'elle soit bien, je veux qu'elle s'adapte, donc laissez faire. Mais un jour il tombe sur cette image de son épouse qui était en train d'embrasser son nouveau compagnon. Et il l'a bien dit, il n'a pas été capable, alors qu'il s'y attendait, qu'il s'était préparé, etc., d'accepter ce fait-là. Il est venu, et c'est vrai, d'autorité, nous dire que c'était plus possible et qu'il tenait à ce que ce couple soit séparé. Je suis intervenue pour rappeler quelles étaient les règles de droit. Une personne malade, qu'elle soit ou non protégée par la loi, est une personne qui garde sa liberté de décision, quelle que soit cette décision, à condition qu'évidemment elle n'entre pas en conflit avec des règles de sécurité publique, par exemple. Les décisions intimes, comme celle d'avoir des relations personnelles, comme celle d'avoir des relations sexuelles, sont des décisions qui doivent être prises par la personne elle-même autant qu'elle peut prendre ces décisions. Et en tout cas, dans ce cas précis d'une dame qui avait entretenu des relations avec un résident de l'établissement où elle se trouvait, personne ne pouvait, à sa place, venir dire que d'autorité, ces relations étaient impossibles. La question fondamentale à se poser était de savoir si ces relations étaient consenties ou non. La maladie, on le sait, a un effet désinhibant. Alors on peut questionner cette question, ou est-ce que parce qu'on est malade, on s'autorise des choses, je ne sais pas, ça je ne vais pas rentrer dans la question là, mais c'est vrai qu'on le remarque, c'est-à-dire que la personne qui est malade va exprimer des besoins sexuels et auxquels l'aidant a du mal à répondre pour différentes raisons. Alors, ce n'est pas pour tout le monde la même chose, bien évidemment, mais parce que justement, dans sa psyché, les places ont bougé et il n'est plus tout à fait à la même place. Donc, il doit à la fois renoncer à ce qui était, accepter ce qui est et à partir de là, construire une autre relation. Et c'est difficile, enfin moi je dirais qu'en tout cas les difficultés qu'il y a eu, c'était de dire non à son conjoint. Voilà. Non, je ne veux pas faire l'amour, je ne peux pas, enfin voilà, ça c'est... Et c'est des questions qui posent, mais qui se posent dans l'intimité d'un cabinet, jamais ailleurs. Quoi. Puisque j'anime aussi des groupes, bon ça n'intervient jamais. Et on sait bien que c'est pourtant présent. Comment en pratique permettre à des personnes de vivre dignement chez elles ce qu'elles ont envie de vivre, ensemble, dans l'environnement qui est leur, avec leur rythme, avec leur possible. Et dès lors que la vie chez soi n'est plus réellement possible, comment trouver des institutions dignes, à la hauteur de ce qu'une famille aimerait pour l'être le plus cher et dont on se sent tellement responsable puisqu'il a la capacité lui-même de décider pour lui. Et là, on a un véritable challenge pour les années qui viennent, c'est quel type d'institution. Et c'est vrai que quand on voit l'image que renvoient certaines institutions, quels que soient les efforts qui sont déployés, on se dit mais est-ce qu'on aurait envie pour nous, pour des êtres chers, est-ce qu'on aurait envie de les placer dans ces institutions comme ça, dans un parking, en attendant la mort. Ces institutions sont vécues déjà pour les personnes comme une mise à l'ombre, comme une mort sociale. Vous voyez, c'est ces questions qui sollicitent l'éthique, non pas dans des discours grandiloquents, mais dans sa capacité de mobilisation politique. Toutes les théories, on les connaît, hein, tout ce qu'il faut faire, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais quand c'est son proche, moi ça fait 5-6 ans que je fais de la consultation famille et que j'essaye d'aider les proches à réfléchir, à comprendre, à se comporter. Mais je me dis toujours, si c'était les tiens, est-ce que tout ça, tu pourrais le mettre en œuvre aussi facilement? Je ne crois pas. Voilà. Alors j'évite de me projeter,
mais je me berce pas d'illusions. Je sais que j'aurai pas une fin différente, peut-être que ce sera pas comme papa, mais j'aurai pas une fin différente des autres malades d'Alzheimer. Et puis en fait, on prépare l'avenir en fait. Quand on a posé la question où j'irai plus tard, on m'a proposé l'hôpital psychiatrique et les EHPAD. Alors j'ai rien contre ces structures qui ont le mérite d'exister, mais c'est vrai que c'est assez culpabilisant pour mon mari et mes enfants, je crois, ce serait assez culpabilisant de me placer. Et moi, je n'envisage pas de vivre à la maison. En tout cas, pas à ma maison actuelle, dans la mesure où je connais le poids de la dépendance, je connais les difficultés que ça pose aux conjoints, les problèmes de culpabilité que ça pose aux enfants. Et pourtant, je suis grande. Mais il n'empêche que je me sens coupable de laisser tout ce poids-là à maman. Et je veux imaginer autre chose. Je veux croire qu'il y a d'autres solutions. Je veux croire que je peux, indépendamment de ma maladie, laisser vivre mes enfants librement et sans culpabilité. Qu'il faut qu'ils croquent la vie. Et pour ça, on va créer une structure, une maison, où il y aura d'autres malades jeunes ou moins jeunes, parce que la mixité des générations, ça a du bon, et parce qu'on est tous amenés à vieillir. Alors si on fait une maison de malades jeunes, à un moment donné, ce sera une maison de malades vieux. Donc il faut mixer les générations, et mixer éventuellement les pathologies, si on n'est pas assez nombreux. Mais une maison, alors je la décris toujours avec des nappes dépareillées, des photos au mur, qui ne soient pas des reproductions de tableaux de monnaie d'il y a 50 ans. Enfin voilà, une maison qui vive, qui ressemble le plus possible à une maison. On puisse entrer, sortir. Et alors, je crois que une maison où mes enfants, quand ils viendront me voir, et où mon mari, quand il viendra me voir, il viendra chez Blandine, il ne viendra pas voir Blandine. Et mes enfants ne viendront pas voir maman. Je crois que c'est là toute la différence. Et je veux que ça soit dans un esprit de liberté, de respect, de la dignité jusqu'au bout. Je veux que notre relation, elle perdure. Je fais ça pour sauver notre couple, notre famille, en disant il n'y aura plus d'amour. Parce que je vais disparaître petit à petit, je vais changer, peut-être pas disparaître, mais je vais me transformer. Et puis que le quotidien, le poids du quotidien, le poids de la dépendance qui est énorme, qu'on fait porter aux aidants, transforme cet amour transforme cet amour, il le vide et bien souvent ça va jusqu'à l'exaspération, à la haine. Et en fait, si je fais cette maison, c'est pour que, en fait, entre mon mari, moi, mes enfants, qu'il n'y ait plus l'amour, certes, mais qu'il reste la tendresse, quoi. Qu'il reste la joie d'aller voir l'autre chez lui, dans un endroit où on se sent bien, et qui ne ressemble pas à une institution, à un lieu de travail, en fait. Voilà.